Bonjour Samantha Baranson. Mais bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview, version 2023, sans surprise, tu es là. Et quand tu as commencé la poésie? J'ai commencé la poésie quand j'avais 25 ans. J'ai toujours su que j'allais écrire, mais je pensais que j'allais écrire des romans ou du théâtre ou des choses comme ça. Mais en lisant un jour un livre de Alphonse Cervera, qui est un auteur espagnol de Valencia en Espagne, j'ai eu comme un coup de foudre, une révélation, et j'ai répondu à ce recueil que j'avais lu en écrivant moi-même des poèmes. Et ça a donné lieu à mon premier recueil qui s'appelle Los delitos del cuerpo, les corps du délit. Et à partir de là, tout s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui au marché de la poésie. Les auteurs qui t'ont marqué? Les auteurs qui m'ont marqué sont des auteurs naturellement, on va dire, classiques que j'ai pu étudier à la faculté de lettres. Alors ça va de Baudelaire à Victor Hugo, voilà, en passant par Emily Dickinson ou Virginia Woolf. Mais surtout, ceux qui ont fait que mon écriture a pu évoluer, ce sont mes contemporains. Ça va être Frédéric Couder, Marlène Tissot, Estelle Fenzi, je sais pas, Jean-Marc Flao. Des gens comme ça, vraiment des contemporains que je peux aller voir sur scène, que je peux entendre, dont je peux m'inspirer, à qui je peux répondre, et comme ça dans un dialogue qui a lieu aujourd'hui, vraiment dans cette contemporanéité. Comment tu écris, construis tes poèmes, ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Alors je construis mes poèmes à voix haute, c'est-à-dire que j'imagine toujours que je vais aller les lire sur scène. Donc quand je suis à l'ordinateur, je ferme la porte et je dis à ma famille que je vais parler toute seule. Et je les écris en articulant. J'aime beaucoup le travail de la surarticulation pour que chaque mot arrive à la personne, soit qui le lit, soit qui l'écoute. Mais j'aime que le rythme soit rond et que ce soit comme un voyage dans lequel on avance, comme si on était dans une voiture ou dans un train et que ça faisait tatak-tatoum, tatak-tatoum, tatak-tatoum. Et donc je suis dans ce rythme. Et c'est comme ça que j'écris ou que je compose finalement mes poèmes, parce qu'il y a toujours une musique dans ma tête qui arrive avant le texte. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? C'est une vaste question. Qu'est-ce que je pense de la poésie actuelle francophone? Déjà, il faut définir l'espace de la francophonie, parce que, bien sûr, ce n'est pas que la poésie française. Je reviens récemment, par exemple, du Bénin, où la poésie est totalement différente de celle que l'on compose en France. Donc ce que je pense, c'est que c'est un territoire tellement vaste qui comporte un éventail de voix incroyable. Alors c'est vrai que j'ai une prédilection pour la poésie québécoise, spécifiquement la poésie acadienne aussi, parce que j'ai trouvé en Acadie toute une sorte d'école d'écriture qui va mélanger les arts, c'est-à-dire qu'ils composent de la poésie, mais ils vont mélanger ça avec de la peinture, du théâtre, de l'opéra, et il y a vraiment toute une dynamique en Acadie que j'apprécie énormément. Après, voilà, j'ai une éditrice belge, donc je connais de mieux en mieux la poésie belge. J'ai rencontré il y a peu Mel Moya, qui est une slameuse extraordinaire. Donc je trouve surtout que la poésie francophone, c'est une grande famille dans laquelle on peut aller piocher des choses et faire des rencontres merveilleuses. La traduction, mais avant ça, j'aimerais bien savoir tes origines aussi, parce que c'est tellement important, tu es une personne polyglotte, donc à partir de là-bas, si tu peux. Alors, moi je suis franco-italo-argentine, alors j'écris en espagnol, en français et en italien. Et c'est vrai que c'est une sorte de passeport pour la poésie internationale, parce que ce bilinguisme, ce trilinguisme me permet d'aller dans des festivals à l'étranger et d'aller rencontrer d'autres voix qui du coup sont différentes encore une fois des voix francophones. Et ça permet aussi en termes d'écriture d'avoir plusieurs cases, un peu comme si j'avais plusieurs palettes et que au moment de peindre, je choisis la palette qui convient le mieux à ce que je veux dire. Et je vois toujours la poésie comme quelque chose de très malléable, comme de la glaise ou comme de la peinture.
et avoir toutes ces voix. Parfois, je peux les mélanger et je pense que c'est ce qui fait aussi après la singularité de mon écriture, c'est qu'elle est à la fois, elle est étrangère un peu à elle-même. Il y a comme une petite distance qui permet de montrer d'autres choses derrière. Elle n'est ni tout à fait française, ni tout à fait argentine, ni tout à fait italienne. Elle est tout ça à la fois. Et je trouve que c'est une richesse. Donc la traduction. Et la traduction, alors moi j'ai commencé par me traduire moi-même et j'ai finalement compris que c'était un exercice assez compliqué parce que pendant que je traduis, je n'écris pas. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que si j'écris un texte en espagnol ou en italien, je le fais traduire par quelqu'un d'autre en français, même si je maîtrise le français. Par exemple, pour mon dernier livre, Alto Mare, qui a été écrit en italien, c'est Mélissa Véro au Québec qui l'a traduit. Et la traduction était très intéressante car Mélissa est donc québécoise, je suis française. On parle la même langue, mais on ne parle pas tout à fait la même langue. Et il a fallu travailler pour faire en sorte que le texte soit dans un français neutre, entre guillemets, c'est-à-dire un français qui nous convienne à toutes les deux, qui n'ait pas les ambiguïtés d'une langue ou de l'autre. Et je trouve que c'est formidable quand on parle la langue du traducteur, de pouvoir échanger avec le traducteur pour être dans cette précision et non plus dans la trahison. Et il y a peu, j'ai été traduite en turc et je ne comprends pas le turc, donc j'ai dû faire une totale confiance et abandonner mon texte au traducteur. Et à la fois c'est jouissif, mais à la fois c'est compliqué parce que je ne sais pas si la traduction elle est correcte ou pas. Mais voilà, le texte vit sa vie en Turquie sous le nom de Yazmak, qui signifie écrire, je crois. Ton plurilinguisme vient d'où? Mon plurilinguisme vient de ma famille. J'ai une mère argentine, un père italien. J'ai un nom de famille qui est norvégien, mais qui date de avant 1700. Mais après, j'ai été conçue en Argentine, je suis née en Espagne, j'ai grandi au Mexique. Ensuite, je suis venue en France. Donc voilà, j'ai une famille qui a voyagé. J'ai déménagé beaucoup de fois et de tous ces déménagements viennent nourrir ensuite la poésie, parce que c'est pour ça que ma poésie est en mouvement, parce que moi-même je suis toujours en mouvement. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Je pense que la poésie est une nécessité pour les gens, ils ne le savent pas toujours, mais il y a quelque chose qui à la fois peut guérir, qui à la fois peut mettre des mots sur des choses indicibles, qui peut être salvateur, qui peut être joyeux, qui peut en très peu de mots apporter le réconfort ou la joie ou le sentiment dont on a besoin à un certain moment. Souvent les gens ne le savent pas, les gens disent qu'ils n'aiment pas la poésie, qu'ils ont été traumatisés par la poésie à l'école parce qu'ils devaient l'apprendre par cœur. Mais on se rend compte en faisant des lectures sur scène ou des lectures dans des médiathèques ou dans des bars. Donc on se rend compte en faisant des performances poétiques, en portant la poésie de façon orale, que les gens ont vraiment besoin de ça, parce qu'après chaque lecture, il y a toujours des gens bouleversés ou des gens émus ou des gens joyeux qui viennent nous dire « Ah, je ne savais pas que la poésie c'était ça ». Et ça veut dire qu'on a gagné notre pari de rendre la poésie vivante. Et la place des femmes dans la poésie aujourd'hui? Aujourd'hui, la place des femmes, je crois qu'elle est faite. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était compliqué. Quand on regardait un programme, il y avait surtout des hommes et peu de femmes. Mais la tendance s'est inversée et nous sommes là, nous avons pris notre position, fait nos preuves. On existe sur la scène et c'est vrai que cet équilibre est là et c'est une bonne chose. Et tu viens aussi, c'est le marché de poésie, je crois, depuis. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes impressions Mes impressions concernant le marché de la poésie, je dis toujours que le marché de la poésie, c'est un peu le festival de Cannes des poètes. Mais c'est un lieu qui réunit tous les poètes de France, de Suisse, de Belgique, du Luxembourg, de cet espace francophone proche.
Et c'est un lieu où on est heureux d'être là parce que justement on est dans cet échange, dans cette rencontre, dans cette possibilité d'être tous au même endroit, au même moment. C'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles voix, de nouvelles maisons d'édition, de nouveaux écrivains, de jeunes écrivains, de mettre des visages sur toutes ces personnes que l'on rencontre de façon virtuelle sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un beau moment. Alors on a l'impression qu'il n'y a que des poètes au marché de la poésie. Ce n'est pas le cas. Il y a aussi un public, il y a des gens qui viennent découvrir la poésie et rencontrer son public, c'est aussi quelque chose de beau. Et les autres activités artistiques que tu... Les activités artistiques que je développe en plus de l'écriture, ça va être la scène. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, j'aime porter le texte en voix. Et la plupart du temps, j'aime bien être accompagnée par un musicien. Alors j'ai 2 musiciens avec qui je travaille énormément. Michael Cointepa qui joue de la contrebasse et de la guitare électrique et Nicolas Coltis qui joue du saxophone. Donc on a monté 3 spectacles au total et la musique permet à la poésie de prendre une sorte d'envol. Moi je vois toujours... Je vois la musique comme une sorte de vague. Des boum, boum. On pourrait faire un poème. La poésie est une vague. Moi, je vois la poésie comme une vague et moi, je serais sur un surf. La musique est une vague et je serais sur mon surf pour monter sur cette vague. Et quand je travaille avec un musicien, il y a quelque chose de l'ordre de l'écoute. Il m'écoute, je l'écoute et le texte et la musique avancent ensemble, se répondent et dans une sorte d'improvisation. On sait qu'on a quelques moments de rendez-vous où le texte doit tomber précisément sur une note, mais le reste du temps, on navigue comme ça en s'écoutant. Et c'est très beau et c'est vraiment ça que je veux faire. J'aime beaucoup l'improvisation, donc dès que je rencontre des musiciens dans des festivals, j'essaye toujours d'aller vers eux pour dire est-ce que tu veux m'accompagner sur scène, est-ce qu'on peut faire une improvisation ensemble. Il y a quelque chose de très beau, peut-être parce que je suis une chanteuse frustrée. J'aimerais beaucoup chanter, j'aimerais beaucoup écrire des paroles de chansons pour pouvoir les chanter ensuite, mais ça c'est la prochaine étape. Et quand sur scène, tu lis aussi tes poèmes, sans musique, ça veut dire sans mise en scène. Est-ce que les lectures sont différentes, je suppose, n'est-ce pas? Tu interprètes en fait. Quand je lis sur scène sans musicien, c'est différent parce que la musique du coup est dans ma tête et je dois faire en sorte de mettre un rythme sur le texte pour que le public entende cette musique. Donc je travaille beaucoup sur le corps à ce moment-là, c'est-à-dire que mes bras, mes jambes viennent remplacer l'instrument et je suis à 2 doigts d'une performance dansée ou quelque chose, je ne sais pas, mimé. Je sais que j'aimerais beaucoup apprendre la langue des signes parce que je trouve que c'est une langue magnifique. C'est terrible parce que je viens de dire le verbe mimer il y a 2 secondes et je parle de langue des signes juste après. Il faut bien séparer ces 2 idées. Ce sont 2 idées différentes. Mais je trouve que la main, les mains et le corps ont des choses à dire que les paroles ne disent pas et d'incorporer le corps, quelque chose de plus organique dans la façon de lire, je trouve ça vraiment... à la fois très intéressant et ça permet d'ouvrir comme une nouvelle dimension dans le texte. On est en 3D, on n'est plus juste du texte sur du papier. Et c'est ça que je veux travailler de plus en plus. Merci beaucoup Samantha. Merci à toi. Alors Virgule, c'est un roman poétique aux éditions de La Tente. C'est l'histoire d'un homme qui est dans le coma après s'être fait renverser par une voiture. Et c'est un prétexte pour faire un monologue d'une personne qui va voir cette personne dans le coma et qui aborde plein de sujets. Donc, c'est une ode à l'amitié, à l'amour et c'est un plaidoyer pour le mariage pour tous également. Petit extrait. Coma en espagnol signifie également virgule. J'aime cette idée de pause, de court temps d'arrêt, de respiration avant de passer à autre chose. Ton coma ne sera pas trop long, le temps d'un soupir. Tu traversais la rue, virgule. Tu te réveilles et souris, point. Tu diras, où suis-je? Je répondrai, tu as traversé la rue et tu as atterri dans ce lit.
La vie reprendra son cours et nous pourrons rire de cette absurde mésaventure, de cet accident typique du XXIe siècle. Drôle d'époque, nous sommes devenus des hommes modernes augmentés, nos bras se prolongent vers des écrans, nos pouces s'agitent sans cesse pour passer d'une nouvelle importante à une image rigolote. Notre cerveau analyse quantité d'images sans filtre, nos yeux voient des corps explosés dans des pays en guerre, des petits chats mignons qui ronronnent, des sexes exposés comme des œuvres d'art, des poèmes cucu. Nous ingurgitons sans discernement, violence, mauvais goût, beauté, images, vidéos, textes, infos, intox, politique, culture, faits divers, guerre, opinion, égo-portrait, food porn, orcs, notre cerveau au bord de l'implosion, nos yeux rougis par les écrans bleus et la nuit inaudible d'une voiture qui approche à toute vitesse lorsque tu poses ton pied droit sur les lignes blanches du passage piéton. Trop tard pour freiner, trop tard pour éviter l'impact, ton corps qui vole pendant quelques secondes dans les airs, ta main qui ne lâche pas le téléphone que l'on retrouvera intact dans ta paume inerte, du sang sur tes tempes, tes vêtements abîmés, marionnette connectée à la 4G. Tu n'as pas intérêt à mourir. Americans Don't Walk, les Américains ne marchent pas, est un road poème publié chez Le Chat Polaire, un voyage entre la Nouvelle-Orléans et San Francisco, 5000 km en voiture. Et ce n'est pas moi qui suis au volant, moi je regarde par la fenêtre. La Nouvelle-Orléans est ivre dès 14 heures. Les touristes déambulent dans le quartier français, cherchent la musique avec des cocktails colorés dans des verres grands comme des vases. Ils rêvent de blues et de jazz, mais n'entendent rien dans cette cacophonie de notes et de vomis. Ici, les rues sont des calles. Calle Real, Calle de Borbón, Calle de San Luis, d'une époque où la Nouvelle-Orléans était la capitale de la province espagnole de Louisiana. C'est écrit en anglais sur les plaques des rues du quartier français. L'ouragan Katrina a tout dévasté. Maisons sans toit, toits sans maison, arbres coiffés dans le sens du vent, quelques habitants encore et leur regard d'allez-vous-en. Ville fantôme au bout d'une route qui longe un fleuve où il est interdit de pêcher. La route ne mène nulle part. Juste un panneau « Dead End », l'impasse du bout du monde. Le chanteur de blues acadien ressemble à Jean-Claude Van Damme, avec des Santiago et un chapeau. Sur le plan de la ville, le musée n'est qu'à 20 minutes de marche. La femme de l'accueil voudrait m'indiquer le meilleur chemin. Elle s'excuse, confuse, mais vous comprenez, Americans don't walk. Les Américains ne marchent pas. Tu m'aimes-tu est un voyage au Canada et en Acadie et c'est édité au Chat Polaire. Je n'ai rien dormi. Les jours se fondent en nuit infinie, les vers vont de ma main à ma bouche et l'on entend un train dans l'obscurité. Je n'ai rien dormi. J'aimerais monter dans ce train, oublier son chemin, monter sans réfléchir et me fier seulement à son tatak-tatoum. Regarder par la fenêtre les paysages qui avancent, oublier le nord, le sud et me laisser prendre par son mouvement. J'aimerais me réveiller sur l'autre rive dans un lever de soleil et de vagues, dans cette possibilité d'être là où me porte l'envie. J'aimerais. J'écoute le bruit sourd, régulier d'une progression vers je ne sais où. Est-ce le train ou mon sang qui pulse ? Je m'assois dos à la route pour me laisser surprendre par ce qui fut. La rumeur du train, plus triste que celle de la voiture à cause de cette impossibilité d'arrêt ou de retour. Il avance et n'est déjà plus ce qui fut. Il avance et s'éloigne, ces moments passés comme effacés. Et il est tard pour revenir. Tu m'as dit de partir, ou peut-être est-ce moi. Qui de nous deux a-t-il eu le premier le courage de prononcer ce mot ? J'écris dans le train ces lettres que jamais tu ne recevras. Poème de la lenteur, le panorama défile à 350 km/h entre partir et arriver. J'écris dans le train des vers qui s'échappent avant de naître et la rumeur métallique emplit l'espace de mes tempes. J'écris dans le train des mots prononcés que je répète et le contrôleur me demande mon ticket. Tatak tatoum.
Tatak tatoum, tatak tatoum, tatak tatoum, tatak tatoum. Je me laisse porter par cette musique de train, par son défilé d'images, par mon sommeil au creux de ton souvenir, où je rêve. Tu m'aimes-tu? Merci beaucoup. Merci Samantha. à toi.